Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un dossier vraiment très peu médiatisé et plutôt récent. Avant toute chose, je voulais m'excuser au niveau du retard sur les vidéos qu'il y a eu sur ma chaîne parce qu'en effet je devais traiter une vidéo, un dossier ARPD, donc l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues, mais le jeune homme malheureusement a été retrouvé cette semaine et décédé. Donc je vais évidemment pas traiter cette disparition et j'envoie à nouveau toutes mes condoléances à la famille du jeune homme et j'espère qu'il repose en paix. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'une disparition d'un autre jeune homme, cette fois-ci, qui lui n'a toujours pas été retrouvé. Sa disparition date de septembre 2018, il s'agit de Kevin Van Est. On se retrouve juste après ça. Petit aparté, je n'ai pas réussi à rentrer en contact avec la mère du disparu, de Kevin. Donc ce que je vous expose aujourd'hui, ce sont les informations exhaustives que j'ai pu trouver à travers les différents médias, mais je n'ai pas d'informations exclusives à proprement parler. Kevin Van Est est au moment des faits un jeune homme de 29 ans. Il avait prévu de fêter ses 30 ans en octobre 2018, plus précisément le 9 octobre 2018, avec ses amis. Malheureusement, il disparaîtra environ un mois avant. Finalement, on en sait assez peu sur sa vie. On ne sait pas les études qu'il a fait, on ne sait pas les personnes qu'il fréquentait, on ne sait pas également le métier qu'il exerçait, mais ce qu'on peut dire, c'est que le jeune homme est originaire de Kuurne qui est une commune néerlandophone de Belgique, qui est située en région flamande à proximité de Courtrai, dans la province Flandre occidentale. Comme on peut le voir à travers les photos que je vous montre depuis tout à l'heure, Kevin avait au moment de sa disparition des cheveux courts et blonds avec une barbe naissante. Il mesurait à ce moment-là entre 1m80 et 1m85 et a comme signe distinctif un tatouage assez imposant sur la poitrine gauche, un tatouage au style polynésien, du soleil et de la lune. C'est un symbole d'équilibre, d'unité et d'interconnexion entre toutes choses. Il adore la nature, c'est un découvreur d'horizons, c'est également un très bon marcheur qui randonne un peu partout. D'ailleurs, 3 ans avant sa disparition, donc en 2015, il avait fait un voyage solo au Vietnam et il avait énormément marché. Donc au niveau familial, on le sait, très proche de sa mère, Lilium Velg, d'autant plus depuis le décès de son grand frère. Côté cœur, il semblerait qu'il ait été au moment de sa disparition dans une relation amoureuse avec une jeune femme qui s'appelle Soraya depuis 1 an et demi. Mais la relation ne semblait pas au beau fixe au moment des faits, ce qui semblait pas mal attrister Kevin. En effet, sa petite amie lui avait annoncé que tout était fini. C'est d'ailleurs dans ce contexte que Kevin avait décidé de changer d'air et d'aller randonner seul en Corse, dans le but de se ressourcer et dans l'idée de traverser la Corse en passant par la chaîne de montagnes via le GR20, ou autrement appelé le Farley Monty, qui est un sentier de grande randonnée considéré comme le plus difficile des GR en France. Sentant son fils fragile, Lilium avait essayé de le retenir, mais en vain. Kevin va donc partir de Belgique pour rejoindre la Corse, où il débarque le vendredi 14 septembre 2018 à Bonifacio, situé à la pointe sud de l'île de Beauté. Kevin reste en contact régulier avec sa mère et Soraya. Il envoie des photos et des messages à travers l'application WhatsApp les 2 premiers jours après son arrivée sur l'île. Mais à partir du dimanche 16 septembre 2018, soit 2 jours après son arrivée en Corse, plus personne n'aura de nouvelles de lui. Au départ, on ne s'inquiète pas trop. En effet, il avait prévenu que lorsqu'il effectuerait sa randonnée sur le GR20, il allait passer dans des zones montagneuses où il n'allait pas pouvoir énormément
capté. Cependant, aucune nouvelle de lui non plus le 27 septembre 2018, date à laquelle il était censé rentrer en Belgique. Il devait en effet ce jour-là atterrir à Zaventem, en Belgique, avant de rentrer chez lui. Plus inquiétant encore, on se rend compte qu'il n'est pas monté dans l'avion comme prévu et les nombreux appels et messages qu'on lui envoie restent sans réponse. C'est le début de l'angoisse pour les proches de Kevin et surtout pour sa mère qui va faire des avis de recherche concernant son fils, multiplier les partages sur les réseaux sociaux. Elle va également se rendre plusieurs fois en Corse pour trouver une trace potentielle de son fils en vain. Un groupe d'entraide va même se former sur Facebook afin de récolter tout élément, tout témoignage qui pourrait aider à retrouver Kevin, récolter le maximum d'informations possibles, mais également ça ne va rien donner à travers ce groupe. La mère de Kevin ne va pas trouver tout de suite l'aide recherchée auprès des autorités compétentes. En effet, c'est assez étrange, mais pourtant la police belge ne va pas penser de suite qu'il s'agit d'une disparition inquiétante. Et comme Kevin est adulte, il a le droit de disparaître sans donner de nouvelles. Et donc, il va falloir attendre 3 mois, c'est vraiment énorme, afin qu'une enquête pour disparition inquiétante soit lancée en France. Donc c'est seulement mi-décembre 2018 qu'une demande d'investigation a été transmise par les autorités belges à la France et donc a donné lieu à l'ouverture de cette enquête. C'est le parquet d'Ajaccio en Corse qui va se charger de l'enquête, qui va d'ailleurs être confiée à la compagnie de gendarmerie de Porto Vecchio. Cette prise en charge de l'enquête par les autorités compétentes a été poussée par la mobilisation en Belgique de Francis Benoît notamment, alors qui est bourgmestre, c'est l'équivalent d'un maire en France, de Kurn. L'élu va même écrire au président français Emmanuel Macron et au ministère de l'Intérieur. Et grâce au fait qu'il ait ramené des médias et il a mobilisé des journalistes qui vont écrire des articles sur cette disparition, il va obtenir une réponse d'Emmanuel Macron et c'est à partir de là que les choses vont bouger. Cette réponse indiquait que les autorités françaises allaient s'emparer du dossier et c'est à partir de ce moment-là également qu'un avis de recherche a largement été diffusé, que ce soit en Belgique mais également en France, notamment en Corse. L'enquête va permettre de retracer le parcours de Kevin depuis son arrivée sur l'île de Beauté le 14 septembre 2018. Cette enquête va permettre de mettre en évidence des éléments qui sont quand même assez inquiétants. Notamment, il va être mis en lumière un incident qui s'est déroulé le samedi 15 septembre 2018, soit le lendemain de son arrivée en Corse, plus précisément à Bonifacio. En effet, Kevin a eu un différend avec un patron de restaurant. Rien de très grave apparemment, mais la gendarmerie a quand même été appelée. Kevin, qui arrivait sur l'île avec très peu d'argent sur lui, demandait des restes de cuisine à ce restaurateur, mais le restaurateur souhaitait qu'il paie et Kevin ne voulait pas. Ce même jour, donc le samedi 15, la veille de la disparition de Kevin, toujours à Bonifacio, un nouvel incident a eu lieu. En effet, Kevin, qui se baignait, se serait laissé emporter par le courant. Il a cependant été secouru par les pompiers et une femme pompier va expliquer aux autorités que selon elle, Kevin ne semblait pas suicidaire et même elle va apporter des informations supplémentaires en réponse à une question qui lui a été posée, notamment sur le fait qu'elle n'a pas remarqué de traces récentes d'injection. Le périple de Kevin semble l'avoir amené jusqu'à Bastia, donc qui est totalement à l'opposé de Bonifacio, totalement au nord de l'île. Il s'y est rendu en autostop. C'est ce même jour, donc le dimanche 16 septembre 2018, qu'on recensera les derniers messages qu'il va envoyer à sa famille, mais également à Soraya, sa petite amie. C'est elle qui recevra les derniers messages et photos de la part de Kevin vers 17h30 ce jour-là. Il va lui dire qu'il est à Bastia et qu'il est sur le point de commencer son expédition. Elle, de son côté, elle venait d'arriver à Bangkok pour des vacances avec des amis. Elle explique également qu'il lui dit à ce moment-là qu'il discute avec un prêtre dans une cathédrale. Et en effet, la dernière fois qu'il a été vu, c'est au niveau d'une cathédrale, la cathédrale Sainte-Marie à Bastia, qui est proche du port.
Il aurait été aperçu plus précisément à partir de 15h30. Il a été rapporté qu'il aurait été pris d'un coup de fatigue et qu'il se serait assoupi sur un banc dans la cathédrale. C'est à ce moment-là que le jeune homme va discuter avec un prêtre. Il lui expliquera qu'il a prévu de faire les 179 km du GR20, mais qu'il se sent fatigué et qu'il pense finalement y renoncer. Selon l'homme religieux, il semblait assez confus. Pendant la conversation, il en profite pour se rafraîchir et pour boire de l'eau. Mais son niveau de fatigue a été réellement attesté ce jour-là, puisqu'il réserve ce même jour un billet retour pour le lendemain de son arrivée à Bastia, soit le lundi 17 septembre 2018, pour retourner en Belgique parce qu'il semblait fatigué. Mais malheureusement, lors de sa réservation, il s'est trompé dans le mois. En fait, il a écrit 17 octobre pour le retour au lieu du 17 septembre. Il s'en est rendu compte et il a annulé la réservation de son billet. À ce moment-là, il décide finalement de rester sur ce qu'il s'était dit, c'est-à-dire retour le 27 septembre en Belgique et va profiter d'une dizaine de jours en Corse. Mais on ne sait pas vraiment s'il avait prévu finalement de réaliser sa grande randonnée. Étrangement, il quittera l'édifice religieux en laissant ses affaires sur place et ce n'est pas un oubli parce qu'il va dire au prêtre, voilà, je vous laisse mon sac, il y a toutes ces affaires dedans et je viendrai le récupérer un peu plus tard. Donc vous imaginez bien, il ne l'a jamais récupéré. Vu qu'il laisse ses affaires, on se dit qu'il n'a pas prévu de faire sa grande randonnée, mais qu'il a par contre prévu de rester. Alors quel est le programme qu'il avait prévu à ce moment-là en Corse, on ne le sait pas. Pourtant, il dira au prêtre que finalement, il allait faire cette fameuse randonnée. Il a parlé au prêtre, il était apparemment fatigué, un peu épuisé même, un peu confus. Et le prêtre l'a demandé alors qu'est-ce que vous faites ici, il y a des problèmes, il y a des soucis. Il a expliqué un peu qu'il ne savait pas exactement quoi faire. Il voulait faire le GR, mais parce qu'il n'était pas très clair pour le moment, il avait des doutes. Après une conversation de disons 30 minutes, 45 minutes au maximum, il avait bien pris la décision de faire le GR quand même. Par contre, il est important de noter que dans le sac et dans les affaires qu'il a laissées au prêtre, on peut retrouver son téléphone portable et on note donc qu'il est parti seulement avec sa carte d'identité. Par la suite, le prêtre ira déposer le sac de Kevin aux autorités compétentes, c'est-à-dire à la gendarmerie de Bastia. Chose un peu bizarre, c'est qu'il décide en même temps de laisser son sac à dos ici dans l'église. Il le confie au prêtre et il dit voilà, veuillez garder mon sac à dos et je reviens dans 10 jours pour le récupérer. Avec son téléphone. Avec son téléphone dedans, ça c'est aussi un peu bizarre. Il a laissé toutes ses affaires dans le sac, il a juste gardé sa carte d'identité et il est parti. L'enquête a montré que son téléphone n'a plus été activé depuis sa disparition et que son compte bancaire n'a pas fait l'objet du moindre retrait également depuis cette date. Le procureur de la République d'Ajaccio dira, je cite, « On sait que le téléphone fonctionne encore 1 ou 2 jours après, puis plus rien ». Donc je pense que tout simplement il s'est déchargé de manière naturelle dans le sac, dans les affaires qu'il a laissées à la cathédrale. On va se poser également des questions sur 2 personnes, un couple russe qu'il venait de rencontrer à son arrivée en Corse. Il a fait leur rencontre à Bonifacio et il avait donc prévu avec eux de commencer la randonnée, donc le GR20. Grâce aux échanges téléphoniques qu'il a eus avec ce couple, on va apprendre qu'ils devaient se retrouver le jour de la disparition, donc le dimanche 16 septembre 2018. Alors par contre, on a plusieurs informations sur le point de rendez-vous, c'est pas très clair. On apprend dans un média qu'ils avaient rendez-vous à Bastia, donc là où Kevin a été vu pour la dernière fois, mais on apprend également par d'autres médias qu'il avait peut-être finalement rendez-vous à Calvi ou à Calanzana. Calanzana qui est le point de départ du fameux GR20. Donc, comme les informations ne sont pas claires là-dessus, je préférais vous dire les 3 versions, mais ce qui est sûr c'est qu'ils devaient commencer tous les 3 cette fameuse randonnée, donc à partir de Calanzana, le lundi 17 septembre 2018, soit le lendemain de sa disparition. D'ailleurs, des messages attestent que Kevin tenait à la rencontre qui n'aura jamais lieu. Ce qui m'étonne également, c'est qu'il est mis en évidence dans plusieurs médias une discordance entre la version que donne la mère aux médias, la mère de Kevin, et la version des autorités. C'est-à-dire que les autorités vont dire que finalement Kevin ne se trouvait pas le dimanche 16 septembre à Bastia, mais se trouvait à Bonifacio. Donc
complètement à l'opposé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Or, sa mère l'affirme, il était bien à Bastia le jour de sa disparition. Et c'est vrai que ça me semble plutôt logique, vu qu'il a échangé ce jour-là des messages en disant qu'il était à Bastia et qu'il parlait avec un prêtre dans une cathédrale, et que le prêtre dans la cathédrale a été retrouvé et qu'il a récupéré son sac à dos qu'il a amené aux autorités. Donc, effectivement, je pense que peut-être qu'il est parti le dimanche de Bonifacio, donc on retrouve sa trace là-bas, et qu'il est arrivé ensuite à Bastia dans la même journée, en début d'après-midi. Je pense que c'est juste une confusion de timing. Pour continuer l'enquête plus efficacement, Lilium, la mère de Kevin, va presque 2 ans jour pour jour après les faits déménager en Corse pour se rapprocher de son fils disparu. Donc c'est en 2020 qu'elle déménage. Elle s'est installée précisément à Moltifao, qui est un village à flanc de colline, non loin de Calanzana, départ du GR20. Alors qu'elle trouvait au départ que les échanges avec les autorités belges étaient compliqués, elle va rapporter qu'avec les autorités corse, c'était beaucoup plus fluide, mais qu'elle s'apercevait qu'en fait, il n'avait aucune piste. Et elle va expliquer dans les médias, je vais la citer, « Sur place, je comprends la difficulté de trouver des indices et j'accepte l'idée qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. » D'ailleurs, il est rapporté que le dossier de la disparition de Kevin fait 500 pages et que sa mère a pu le lire. Malheureusement, aujourd'hui, le mystère reste complet malgré ce gros dossier d'investigation. Les avis de recherche disséminés un peu partout à travers toute la Corse et les appels à témoins n'ont malheureusement pas apporté de pistes concrètes. Seulement quelques appels ont été passés à travers ce biais, dont un automobiliste qui déclarait avoir pris en charge un randonneur belge dans les heures suivant la disparition de Kevin pour le conduire au départ du GR20. Donc effectivement, là on se dit, c'est sûrement lui, on a enfin une piste, on sait qu'il était sur la route avec ce randonneur, mais malheureusement après vérification et malgré l'espoir d'avoir enfin une piste, il ne s'agissait pas de Kevin. Ce dossier, c'est un dossier qui est marqué par l'absence d'éléments concrets et par le grand flou qui entoure cette disparition, ce qui va énormément compliquer le travail des enquêteurs. De son côté, la mère de Kevin, elle, affirme ne pas perdre espoir, elle veut le retrouver et tant qu'il n'y a pas de preuves, il est toujours là. Elle va malheureusement se retrouver confrontée à des escrocs, alors c'est pas la première fois que j'entends ça, donc je préfère le mettre en avant ici. En effet, ce sont des personnes qui vont essayer d'utiliser la détresse des gens qui sont dans le même cas que la mère de Kevin pour leur extorquer de l'argent. Donc en gros, des personnes l'ont contacté sur WhatsApp en disant qu'ils avaient des informations quant à la disparition de son fils. Ce sont des messages qui ont été envoyés en français et ils vont même dire qu'ils donneront ces informations seulement en échange d'un transfert de 10 000 €. En plus de ça, ils ont proféré des menaces à l'encontre de Lilium et de Kevin en disant que si elle allait parler à la police de leur demande d'échange d'informations contre de l'argent, elle ne reverrait pas son fils en vie. Heureusement, Lilium ne s'est pas laissée avoir, elle a prévenu les autorités. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce genre de choses qui me révoltent. J'en avais déjà parlé dans le cadre d'ailleurs de la disparition de Tiphaine Véron. À ce jour, on a tellement peu d'éléments que toutes les hypothèses restent envisagées et envisageables. Notamment l'hypothèse de la disparition volontaire, qui semble quand même la piste la moins évidente dans ce dossier, bien que les personnes qui l'ont croisé en Corse vont le décrire sous les traits d'un routard un peu marginal. En effet, disparaître volontairement, sans attache, sans affaires, sans argent, ça semble assez peu probable. L'île, en plus de ça, n'est pas bien grande. Il aurait fini par être aperçu quelque part. Plus, il est sans argent, donc en étant touriste étranger, je pense que quelqu'un aurait prévenu les autorités et ils auraient fait le lien avec la disparition de Kevin. En plus de cela, il avait des projets, notamment de fêter ses 30 ans avec ses amis en Belgique. Donc sur ce point de vue-là, c'est vrai que ça semble assez peu probable. Mais ce n'est pas complètement inenvisageable. C'est le cas pour beaucoup de familles, comme je le vois, qui sont malheureusement sujettes au même drame, c'est-à-dire la disparition d'un de leurs proches. Généralement, les membres de la famille du disparu ou les proches vont exclure tout de suite la piste du suicide parce qu'en effet, ils le connaissent, ils se disent que jamais le disparu pourra faire ça. Et en effet, c'est ce que va dire la mère de Kevin, ça lui paraît
impossible. D'ailleurs, elle se pose des questions et à juste titre, n'aurait-on pas retrouvé son corps depuis ? Et comment aurait-il fait pour mettre fin à ses jours ? Par contre, certains médias vont rapporter que Kevin avait certains problèmes mentaux et qu'il pouvait avoir des phases dépressives. Et on peut dire en tout cas qu'au moment de sa disparition, il semblait assez impacté par les problèmes au sein de son couple avec Soraya. En plus, il semble qu'il soit parti sur un coup de tête, donc avec assez peu d'argent sur lui, il n'avait pas de carte de l'île où il avait prévu de randonner, il semblait assez confus, comme l'a rapporté le prêtre avec qui il a discuté, donc la dernière personne à l'avoir vu officiellement. Donc en effet, peut-être était-il dans une phase dépressive à ce moment-là assez intense qui l'aurait amené à commettre l'irréparable, même s'il semblait bien psychologiquement en partant de Belgique selon ses proches. Selon le prêtre, il semblait qu'il n'avait pas une bonne condition mentale lors de leur échange juste avant sa disparition. C'est vrai qu'il a donc pu prendre une décision impulsive, mais laquelle ? À côté de ça, la piste de l'intervention d'un tiers ne peut pas être totalement exclue également. En effet, on pense qu'il a pu vouloir poser son sac dans la cathédrale pour la récupérer quelques heures après, pour que ce soit plus facile pour lui de trouver un logement pour la nuit sur Bastia. Et on n'exclut donc pas une mauvaise rencontre, il y aurait pu avoir une altercation. On a déjà vu que la veille, il avait une altercation avec un restaurateur et cette dispute a pu dégénérer. Mais à ce jour, encore une fois, aucun indice ne vient appuyer cette hypothèse. Malheureusement, sans connaître le dossier d'investigation, on n'a pas tous les éléments pour essayer de creuser un peu plus dans ces hypothèses et dans l'hypothèse de l'intervention d'un tiers. D'ailleurs, j'ai également pensé à ce couple russe qu'il avait rencontré. On ne sait pas vraiment, comme je vous disais, où ils avaient rendez-vous. Donc est-ce que c'était à Bastia ou à Calvi ou directement au départ du GR20 ? Néanmoins, il y avait cette hypothèse qu'ils devaient se rejoindre à Bastia. Et on peut penser que Kevin a voulu attendre le couple au niveau du port et il a peut-être voulu guetter l'arrivée du ferry à bord duquel il aurait supposé que le couple se trouvait. Il a pu les rencontrer et ça aurait pu dégénérer pour je ne sais quelle raison. À nouveau, il n'y a rien qui indique cette hypothèse et je suis sûre que si je me suis posé ces questions, les autorités se les sont posées également. Ils ont certainement travaillé sur cette hypothèse et peut-être qu'ils l'ont totalement écartée avec les éléments qui n'ont pas été donnés publiquement. Par contre, il y a la piste de l'accident qui semble être totalement crédible également et c'est à cette hypothèse que la mère de Kevin pense quand on lui pose la question sur son intime conviction quant à ce qui a pu arriver à son fils. Mais comme elle le rapporte, elle ne pense pas que le problème se soit déroulé sur le GR20, comme les médias l'ont maintes et maintes fois rapporté, mais plutôt à Bastia, le vendredi, en fin d'après-midi, en soirée, ou dans la nuit, ou bien même le lendemain, sur la route qu'il aurait fait en autostop pour aller à Calvi. Peut-être a-t-il voulu y aller pour finalement prévenir le couple qu'il n'irait pas avec eux faire cette randonnée, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas être allé récupérer son portable pour leur envoyer un texto, tout simplement. C'est vrai que c'est étrange, pourquoi il serait parti sans son sac, il aurait laissé son sac comme ça dans une cathédrale, ça paraît pas très cohérent quand même. Et on peut se poser vraiment plusieurs questions, parce que s'il a eu un accident, quel type d'accident ? Est-ce que s'il a été pris en stop, cette personne aurait pu lui faire du mal ? Aussi, pourquoi son corps n'a pas été retrouvé depuis, s'il a été victime d'un accident ? Pourquoi avoir laissé son sac au prêtre ? A-t-il finalement décidé de faire le GR20 sans son sac et sans prévenir le couple de Russes qu'il ne partirait pas avec eux ? Donc toutes ces questions semblent aujourd'hui ne pas encore avoir trouvé de réponse, comme c'est le cas d'ailleurs pour plusieurs autres disparitions de jeunes ressortissants belges à l'étranger qui sont partis en solo. On peut rapporter l'exemple de Théo Hayez, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, qui lui a disparu en Australie en 2019, ou encore on peut parler de la disparition de Céline Kremer, jeune femme belge disparue en juin 2023 en Tasmanie, je vous avais aussi fait une vidéo sur ma chaîne, ou bien encore la disparition de Romain Kenehen, alors désolé si j'écorche son nom de famille, qui lui a disparu en 2019 en Alaska. C'est d'ailleurs une disparition dont je vais bientôt parler sur ma chaîne. Donc si vous avez vu Kevin Van Est, ou si vous connaissez l'endroit où il est, n'hésitez pas à prévenir les autorités compétentes. Donc je vous mets toutes les informations en barre de description et si tout simplement vous avez des informations, n'hésitez pas à appeler le 17 ou le 112 si vous êtes dans un autre pays européen. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec les mots de la mère de Kevin que je vous rapporte ici et qui aujourd'hui habite toujours en Corse d'ailleurs.
En résumé, on n'a rien, absolument rien. Dans les affaires de disparition, il y a un moment où il faut laisser faire le hasard et apprendre à vivre avec. J'ai passé le cap du deuil blanc, comme je l'appelle. J'ai crié dans les montagnes, j'ai hurlé après mon fils. Ce que je cherche maintenant, c'est l'apaisement. Sans cela, vous ne tenez pas le coup. Ma chance est d'être beaucoup dans la spiritualité. Elle me permet de tenir debout. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'il y aura des informations sur cette disparition qui arriveront bientôt. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui concernera un dossier ARPD cette fois-ci. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.